Professeur Sangue Diouf, bonjour. Bonjour, Papa. Après avoir fait les questions méthodologiques, hier on a fait également nature et culture, aujourd'hui on attaque normes, société et individus. Un triptyque, une élucidation nationale s'impose pour ces trois termes-là. D'abord, pourquoi les normes sont-elles forcément nécessaires entre l'individu et la société? Elles sont nécessaires au sens où c'est Émile Durkheim lui-même, le fondateur de la sociologie, qui disait, j'ouvre les guillemets, là où commence la vie en groupe, commence le domaine de la vie morale. Et quand il disait, je répète toujours pour nos apprenants, là où commence la vie en groupe, commence le domaine de la vie morale, c'était une manière de montrer qu'on ne peut pas imaginer une vie collective sans qu'elle ne soit balisée par des normes. Parce que la fonction première de ces normes est de tracer la frontière entre le permis, l'interdit, le normal, le pathologique, le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Que les normes sont consubstantielles, mais à toute vie communautaire. Quand on parle de normes, il y a un aspect contraignant à l'individu. Est-il obligé de s'y conformer pour être en société? Obligé, oui, au sens où l'obligation a une valeur morale. Parce que, comme nous l'avons dit, c'est la présence de ces normes et le degré de conformité à ces normes-là, mais qui garantit la paix, l'harmonie et l'équilibre de la société. Mais est-il obligé, pour rebondir toujours sur votre question, il est clair que parfois, non. Et c'est pourquoi la société a besoin d'exercer une contrainte sur lui pour qu'il puisse se soumettre à ces normes-là. Voici une question métaphysique. Qui a édicté les normes? Les normes viennent d'où? Les normes, elles viennent de notre propre besoin d'organiser et d'administrer et de réguler le comportement individuel. C'est-à-dire chaque norme s'adapte à une société bien définie. Parfaitement. Ça veut dire que les normes, elles varient d'une société à une autre. Oui. Parce que les notions que nous avons envisagées tout à l'heure, celle du permis, de l'interdit, du bien et du mal, vous savez très bien qu'elles varient d'une société à une autre. Ça veut dire que les normes, elles sont sécrétées par la société en fonction de son orientation, en fonction de ses finalités, en fonction de sa visée. Ça veut dire clairement que les normes, elles permettent encore une fois à la société d'être société. Parce que la définition minimale d'une société, ce sont des gens qui sont soumis à un ensemble de règles, de normes. Maintenant, les normes, pour les définir, il faut les distinguer de ce qu'on appelle les lois. Parce que les lois, elles seront opératoires dans le cadre de l'État, alors que les normes, elles sont valables dans le cadre de la société. La loi est une règle codifiée, écrite, alors que la norme est une règle, on dit diffuse. Diffuse, ça veut dire non écrite, mais elle conditionne les façons de penser, de sentir et d'agir de l'individu. Je pense que cette différenciation-là, elle est importante. Une norme n'est pas codifiée, non, mais elle s'impose à nous, alors qu'une loi est codifiée, écrite et s'impose à nous. Deux aspects qui sont contraignants, mais l'un diffère de l'autre à cause de la codification. L'individu, un terme vaste, individu, terme très vaste, mais qu'on attribue à la société. C'est parce que la nature a horreur du vide, c'est ça? Oui, c'est bien ça, parce que quand on parle de l'individu, c'est pour le distinguer de la personne. L'individu, on va dire, c'est le membre de l'espèce à l'état brut, alors que celui-là qu'on appelle la personne, mais c'est justement celui qui a été socialisé, et en tant qu'il a été socialisé, il devient un sujet moral. Et donc, on passe de l'individu. Et quand le processus d'éducation et de socialisation s'exerce, nous devenons une personne. Et c'est pourquoi, encore une fois, il est indispensable de considérer que ce n'est que par le biais de l'éducation et de la socialisation qu'on passe de l'individu en tant que membre de l'espèce à l'état brut à une personne, un sujet moral, conscient de ses droits, conscient de ses devoirs, conscient de sa participation à un ensemble collectif. Et quelles sont les différentes formes face aux normes? Les différentes attitudes, que l'individu peut adopter face aux normes. Elles sont multiformes. Maintenant, on pourrait dire globalement qu'il y a ce qu'on appelle le conformisme, il y a ce qu'on appelle son contraire, la déviance, il y a la marginalité, il y a l'originalité, il y a la folie, entre autres. Chacune de ces attitudes-là témoigne du rapport particulier que l'individu entretient avec les normes de la société. Conformisme, comme son nom l'indique, c'est une attitude d'obéissance, de soumission et de respect à la règle. Et nous avons dit que c'est l'attitude la plus souhaitable. Il faudrait que majoritairement, en tout cas, les membres de la société se conforment aux normes, c'est sa condition de possibilité. L'autre attitude, c'est le contraire, c'est la déviance. Comme son nom l'indique, dans déviance, il y a le verbe dévier. Donc la déviance est un écart
que l'individu creuse entre lui et les normes de la société. Et cette déviance-là, elle se traduit par non pas un respect, mais un irrespect et une transgression. Un anthropologue américain qui s'appelle Ralph Linton, il dit, j'ouvre les guillemets, le déviant est un membre d'une société donnée qui, en transgressant les normes du groupe, provoque contre lui les réactions de condamnation de la majorité conformiste. Fin de citation. Et lorsque, encore une fois, je répète, l'anthropologue américain Ralph, R-A-L-P-H, Linton, L-I-N-T-O-N. Je pense que c'est nécessaire de oui, d'ailleurs. oui, pour que les élèves, s'ils ont envie de citer un jour, exemple, donc il s'appelle Ralph Linton, anthropologue américain, et c'est lui qui dit clairement, j'ouvre les guillemets, le déviant est un membre d'une société donnée qui, en transgressant les normes du groupe, provoque contre lui les réactions de condamnation de la majorité conformiste. Ce qui indique clairement que la déviance est une attitude de transgression. Oui. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que toute déviance est forcément négative? Oui. Bon, parce qu'il est clair que c'est une redondance de parler d'une déviance négative, mais c'est pour la distinguer entre guillemets d'une autre déviance qui serait entre 1000 guillemets positive. La déviance négative, elle est le fait de ces gens qui, par leurs actes qu'ils posent, portent atteinte à la survie du groupe, mettent en péril un peu sa pérennité. On peut ranger les voleurs, les bandits, les criminels. Ce sont des gens qui, comme j'ai dit, dont leur activité est nocive à la pérennisation de la société. L'autre catégorie que nous avons envisagée, entre guillemets, celle de la déviance positive, elle est portée par exemple par la figure du prophète. Elle est portée par exemple par la figure du héros. Elle est portée par exemple par la figure de l'artiste, de l'intellectuel engagé. Et donc, ce sont des gens, oui, c'est vrai, ils s'écartent de la norme, remettent en question l'ordre social, mais comme tu le sais très bien, ils innovent. Et en tant que ce sont des novateurs, ils permettent à la société de faire son examen de conscience, ils ouvrent la société au changement et même au développement. Donc c'est une transgression qui est positive parce qu'encore une fois, ils ouvrent de nouvelles perspectives un peu à la société. Pour faire prosaïque terre à terre, oui. Vous dites à l'élève, par exemple, un Nelson Mandela, quel est l'ordre social de son époque? C'est l'apartheid. Il a consacré toute sa vie à se battre et à remettre en question cet ordre-là. Lui, c'est une déviance, mais une déviance positive parce que permettant à la société de franchir de nouveaux caps. Ça veut dire donc que ce sont ces gens-là qui, en tant qu'ils sont des êtres de génie parfois, des êtres d'exception, sont capables de pousser la société et de la mener à s'ouvrir encore une fois à d'autres perspectives de développement. Oui, allez-y. Oui, l'autre figure, c'est, nous avons dit, l'originalité. La marginalité. Oui. La marginalité également, comme son nom l'indique. Oui. Un marginal, c'est quelqu'un qui souvent ne se reconnaît pas dans les normes du groupe et en tant que tel revendique des valeurs qui lui sont propres et qui lui sont spécifiques. On pourrait illustrer en disant, c'est par exemple... Un terme assez péjoratif d'ailleurs. Oui. Un marginal social. Un marginal social, assez péjoratif, mais il faut savoir que ça dépend d'où on pose la caméra. Oui. Ça veut dire qu'il peut arriver que ce soit la société elle-même qui, par une attitude de rejet, d'exclusion, marginalise. Il peut arriver que ce soit l'individu lui-même, comme nous avons dit, refusant de se reconnaître ou en tout cas de s'identifier aux normes du groupe qui creuse un écart entre lui et le groupe. Si on prend cette perspective-là, celle d'un individu qui refuse d'épouser les contours de l'ordre social de sa société, ben celui-là, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui dit la façon de vivre de tout le monde et les valeurs de tout le monde ne correspondent pas à ce que je revendique et à ce qui correspondrait selon moi à ma façon de vivre, et c'est quelqu'un qui se constitue lui-même dans sa propre marginalité. C'est la figure par exemple de l'homosexuel, c'est la figure par exemple des lesbiennes. C'est des gens qui disent, écoutez, voilà l'ordre que la société a établi en termes de sexualité, ils revendiqueraient entre guillemets une sorte de droit à la différence. Donc leur marginalité ne vient pas de la société, mais elle vient d'eux-mêmes. Quand maintenant ça vient de la société, on le verra un peu plus tard, ça prendra peut-être la figure de la folie, ça prendra peut-être la figure du clochard, etc. À l'état actuel, les différentes attitudes face aux normes, c'est le conformisme, c'est la déviance, vous parliez tout à l'heure, et la marginalité. Pour faire une illustration très parfaite et très pratique, des différentes attitudes là face aux normes, c'est d'abord le conformisme. Nous avons dit se le conformer aux lois. Oui, nous avons déjà dit que c'est celui qui se soumet, obéit
Hein, parce que dans conformisme, il y avait le verbe se conformer. Oui, donc on va dire que c'est une attitude de respect. Hein, c'est quelqu'un qui a intériorisé le code de devoir qui est hérité de la société et il l'intériorise de façon passive. C'est par exemple quelqu'un qui s'appelle Henri Bergson, philosophe français, mais qui dit que celui-là, au fond, il est un tenant de la morale, mais il est un tenant de la morale close. Pourquoi morale close? Parce qu'encore une fois, il s'enferme dans ce que la société a élaboré en termes de